Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la dysmorphophobie. Alors, la dysmorphophobie peut prendre plusieurs formes, toutes avec des conséquences assez dramatiques quand elles sont sévères. Alors, dysmorphophobie, avoir peur de la forme, ne pas reconnaître la forme en fait, et là il s'agit bien de la forme de son corps. Alors j'avais fait une vidéo où je vous parlais de l'anorexie et des troubles alimentaires. Il y a effectivement dans l'anorexie une dysmorphophobie, évidemment, parce que le corps qui se reflète dans le miroir n'est pas l'image qu'on s'en fait. Alors, il y a un livre qui parle de ça, de Françoise Dolto, c'est l'image inconsciente du corps. C'est un livre comme ça. Je vous jure, j'ai adoré lire ce livre, où elle explique qu'il y a le schéma corporel, donc le corps tel qu'il est, et l'image inconsciente de ce même corps, c'est-à-dire l'image que nous on s'en fait, l'image qu'on en a. Et effectivement, c'est une image qui est inscrite dans le désir, et le désir fait partie de la sphère imaginaire, comme j'ai parlé de la sphère imaginaire dans ma vidéo sur Lacan. Ça en fait des petites fiches à afficher. En fait, le désir de l'imaginaire, c'est tout ce qui a à voir avec l'image. L'image qui se reflète de nous ne nous correspond pas. Dans l'anorexie, l'image qu'on a dans le miroir ne va pas. Vous allez avoir, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille de 15 ans qui est très maigre, elle ne s'alimente presque pas, donc elle est très maigre, très creusée, mais elle va se voir dans le miroir, vous comprenez, elle va se voir sous une autre forme, sous une autre morphe, et non pas la marque de maquillage Morphe, mais sous une autre forme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les anorexiques sont souvent des gens qu'on suit en psychanalyse et en psychiatrie, ainsi qu'en psychologie, en psychothérapie, enfin dans tous les domaines psy. La dysmorphophobie est effectivement une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sonne faux pour le sujet, pour le patient. Je suis accompagnée aujourd'hui, donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Oui, oui. Ou dire des choses, hein. Il n'y a pas que les questions, tout est possible. Ensuite, donc pourquoi alors après je vous parlerai d'une autre situation de dysmorphophobie qui est plus troublante, je dirais. Pourquoi cette image qui est censée refléter dans le miroir, hein, on parle bien de choses concrètes, hein, l'image dans le miroir est censée refléter le schéma corporel tel qu'il est, hein, c'est-à-dire nos épaules comme ça, le cou, le visage, le corps, hein, on a bien des genoux, des coudes, vous voyez, tout est en place, si je puis dire. Bon, c'est quelque chose qui a à voir avec l'image spéculaire.
L'image spéculaire. Vous savez ce que c'est? Non. L'image spéculaire, c'est vers 18 mois. C'est la première fois où l'enfant se reconnaît dans le miroir. C'est la première fois où il a le déclic et en passant devant le miroir, il dit mais bah, c'est moi en fait. Vous voyez? Donc ça a à voir avec ça. Ce stade du miroir qui effectivement a été repris par beaucoup de monde avant Lacan et Françoise Dolto. Il y a eu Freud qui en a parlé, il y a eu Jacobson, il y a eu Saussure, il y a eu vraiment les éléments de langage. Le langage se déploie à partir de ce moment-là. Le langage et la jouissance qui va avec. Le jouir au sens psychanalytique. Merci. Surtout à 18 mois, merci. On va laisser les bébés tranquilles. Donc cette image, cette première image de nous, cette première fois où on rencontre le grand autre, tout dans notre vie ensuite va être basé là-dessus, en comparaison avec cette image, ce reflet qu'on a eu de nous. Reflet forcément déformé. Moi par exemple, là, si je prends un miroir, je vais me voir tel que je me vois, mais à tous les coups, les autres me voient différemment et je n'aurai jamais accès à la façon dont ils me voient. Même si on me filme, même si on me prend en photo. Ouais. Pareil pour la voix d'ailleurs. On n'a jamais, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'écouter votre voix sur un répondeur, mais... Je ne reconnais pas. Du tout. Nous avons dans la dysmorphophobie également, je vais l'inclure sans l'inclure. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à part là-dessus. Nous avons la dysphorie de genre. C'est pas réellement de la dysmorphophobie, quoique, mais la dysphorie de genre est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Benjamin ou le transsexualisme. C'est quelqu'un dont l'apparence des signes sexuels primaires ou secondaires parfois ne correspond pas au genre qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. D'où cette dissonance, cette dysphorie. Mais ça, j'en parlerai parce que c'est quand même un cas à part. Je ferai une vidéo sur la dysphorie de genre. Mais là, vraiment, sur la dysmorphophobie, c'est-à-dire avoir presque peur de l'image qui nous est renvoyée par miroir. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même... Mais comment expliquer, admettons, une anorexique qui se regarde, qui est maigre, 35 kilos, par exemple. 35 kilos, elle est hospitalisée, mais oui. Oui, mais enfin, oui. Qui se regarde dans un miroir et qui se trouve grosse. Donc tout est dans le psychisme. Oui, évidemment. Évidemment, parce que si on la mesure, si on la pèse, elle est en totale carence alimentaire. Elle est très maigre. Alors, mais elle ne se verra pas maigre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, quoi, en fait? En fait, c'est en lien avec ce stade du miroir, cette image spéculaire. Quand elle était bébé. Voilà, quand elle était bébé. Et c'est en lien aussi avec les troubles affectifs qui l'ont empêchée de se déployer elle-même en tant que personne, qu'individualité. Vous avez par exemple, je vais prendre un exemple, paix à son âme, mais Lolo Ferrari.
Alors, Lolo Ferrari, j'essaierai de vous trouver une image libre de droit. Lolo Ferrari, elle avait une maman qui, toute sa jeunesse, toute son enfance, lui répétait sans cesse « Tu es moche, ma fille », alors que c'était une fille très jolie et qui a été jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, très très gentille. J'ai connu quelqu'un qui la connaissait personnellement et vraiment quelqu'un d'adorable, hein. Le cœur sur la main, mais eu égard à toute cette maltraitance, parce qu'on peut parler de ça, hein, qu'est-ce qu'elle avait, sa mère, à lui dire qu'elle était moche? On aurait dit une rivalité presque, hein, mais bon, on va pas étudier la mère aujourd'hui. Eh ben, Lolo Ferrari a commencé à faire des opérations de chirurgie esthétique et pour être de plus en plus femme, eh ben, ce sont les attributs secondaires qu'elle a voulu augmenter. Oui. Et c'est la poitrine. Elle voulait se sentir exister, en fait. Oui, oui, oui. Chez l'homme, ça va être la pilosité, chez la femme, ça va être la poitrine, les attributs secondaires. Donc, elle avait une poitrine, elle n'arrêtait pas de se refaire des opérations pour l'augmenter encore et encore. Et là, justement, c'est le moment où il ne faut pas juger, parce que c'est quelqu'un qui était évidemment mal dans sa peau, puisqu'elle se rendait compte que plus elle en faisait, plus elle en voulait. C'était un cercle infernal, et ça n'en finissait pas. C'est pour ça qu'elle s'est donné la mort, hein. Mais d'ailleurs, la dysmorphophobie rejoint le sujet de la chirurgie esthétique. Il est vrai que certaines personnes, quand elles commencent, elles ne peuvent pas s'arrêter. Si elles ne sont pas bien dans leur peau, si l'image spéculaire, l'image du stade du miroir a mal été jouée à l'époque où le sujet était enfant, effectivement, on va vers une fuite en avant. Je me fais refaire le nez, puis après je vais me faire refaire les pommettes, puis la mandibule, puis l'ovale du visage, puis la poitrine, puis moi je connais, j'ai dans la tête une youtubeuse qui n'est plus que est instagrammeuse aujourd'hui, n'est plus sur YouTube. Elle a fait plusieurs opérations, les seins, les hanches, les fesses, elle a fait le visage. Il y en a même qui essayent de se faire remonter le téton parce qu'il n'est pas à la bonne place selon elle, mais tout ça c'est... Vous savez que une rupture, un morcellement comme ça peut faire penser à la psychose, évidemment. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, on a un côté qui est différent de l'autre. Alors s'il y a un téton, comme vous dites, qui est plus bas... Non, c'est les deux tétons qu'elle voulait remonter. D'accord. Mais sinon, on a un côté qui ne ressemble pas à l'autre. Ah oui, la dissymétrie, oui, ça aussi, il faut s'y habituer, qu'on a un sourcil plus haut ou une narine plus grosse. Il faut par exemple regarder une photo de soi, si on cache la moitié du visage, gauche admettons, on va se rendre compte qu'on ne se ressemble pas, enfin oui, alors ça n'arrange rien, donc la dissymétrie s'ajoutant à la dysmorphophobie, là, oui. Alors j'ai jamais vu de cas de personnes qui disent coupez-moi en deux, je préfère ce côté, mon côté photo. Après, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accepte pas? Pourquoi
Mais Bon, tout c'est ça vrai est lié à l'enfance en fait. Ouais, voilà. Il faut s'aimer soi-même pour que les autres puissent nous aimer. Bon, bien sûr, j'ai pu m'arrêter, mais je sais quand j'ai eu 30 ans, je me suis fait faire des injections dans les pommettes et dans les lèvres. Et j'avais bien dit au médecin qui m'a fait ça, j'avais dit je veux juste avoir un effet bonne mine. C'est-à-dire un petit peu dans les pommettes, un petit peu dans les lèvres. J'avais les lèvres pulpeuses, donc j'avais pas de problème. Mais c'était juste pour... voilà. Et puis bon, bien sûr, le produit s'est dissipé. Je n'ai jamais refait ça. J'ai su m'arrêter. Ouais. Alors, c'est une histoire aussi de confiance en soi, d'estime de soi, hein, évidemment. On peut avoir une estime de soi qu'on se trouve grosse, mince, maigre, enfin, peu importe. Mais il y a un cas, oui, pardon. Non, mais j'allais dire, en fait, c'est toujours par rapport à l'image qu'on donne aux autres. Il faudrait peut-être arrêter de penser aux autres, enfin c'est peut-être égoïste, mais un peu penser à soi. Vous avez dit le mot magique, l'ego. Ouais. Voilà, arrêter de penser aux autres, au reflet qu'on leur donne. Si ce n'était que ça, oh, une petite thérapie, je vous jure que si ce n'était que le regard de l'autre, on peut se déprogrammer de ce genre de travers. Non, c'est beaucoup plus profond. Ce sont des gens qui, c'est leur regard sur eux-mêmes qui pose problème. Et je vais aborder une partie de la dysmorphophobie maintenant, qui est peut-être la plus troublante. Quelque chose que j'ai étudié quand j'étais à la fac. Donc ça remonte. C'est les dysmorphophobiques qui veulent qu'on les ampute d'une partie de leur corps. Donc, ce sont des personnes qui, par exemple, ne veulent plus avoir de jambes. Alors, je vous avais prévenu que ce serait troublant, hein, ouais. Interdit aux moins de 16 ans. Hein. Oui. Donc, ils demandent aux médecins, à différents médecins, parce qu'ils veulent faire ça le plus possible dans la règle médicale, ils demandent à subir une ablation des jambes. C'est-à-dire couper au niveau du haut des cuisses, quoi. Ça peut être les bras. Il y en a qui désirent être homme ou femme tronc, hein. C'est-à-dire sans jambes, sans bras, hein. Sans chocolat. Non. C'est pas drôle du tout parce que... Et toujours cette image spéculaire hein, dont on parle depuis le début, mais en fait, là il y a quelque chose de peut-être plus profond en ce qui concerne les jambes. Peut-être l'image d'une espèce d'immobilisme, l'époque où on était emmailloté bébé dans des vêtements ou dans les bras de notre mère, ou vous voyez, une espèce de nostalgie amère, parce que là elle est amère, sans jeu de mots. Et ils peuvent aller jusqu'à s'allonger sur une voie de chemin de fer pour que le train leur passe sur les jambes. Et pour qu'à l'hôpital, on soit obligé de finir le travail du train, c'est-à-dire de sectionner comme il faut les jambes pour leur sauver la vie. Il y a quand même
c'est un trouble là qui interroge. Donc leur vie, alors, quand ils la mettent en danger, parce qu'il y en a qui sont morts à se mettre sous un train, quand ils la mettent en danger comme ça, c'est effrayant, mais sinon, c'est vraiment une question... et ce sont des personnes qui, une fois opérées... Donc je sais qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils pratiquent cette opération. Ils font un suivi assez loin avec un psychiatre et un chirurgien. Ils le font, mais les patients, après l'ablation, sont complètement... Alors là, par contre, il n'y a pas de fuite en avant. Sont complètement satisfaits, sereins. Voilà, c'est le corps que je désirais et je l'ai. Et ils mènent une vie en fauteuil, évidemment, une vie donc assistée, hein, toute leur vie. Ils ne sont plus autonomes ou indépendants. Ils mènent une vie heureuse. C'est marrant parce que c'est pour ça que je sépare un peu ça des troubles alimentaires, parce que là, malgré tout, on arrive par cette opération à ce que le sujet soit complètement en accord, c'est-à-dire que la dissonance est devenue résonance, en résonance avec son désir. Oui. J'écoute tout ça et je me dis qu'en fait, ce qui est très important, ça vient de la petite enfance. Ah oui. Alors quand on devient parent, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas qu'il faut vraiment... Enfin, on se doute peut-être, mais être vraiment à l'écoute de l'enfant, être présent, enfin, être là, quoi, être vraiment parent, mais c'est tellement... comment dire, c'est vaste comme... Les parents, ils font de leur mieux avec le matériau qu'ils ont, c'est-à-dire leur propre enfance, leurs propres parents. Ils utilisent ça pour être parents. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, dans les écoles, dans les lycées, peut-être en terminale, je ne sais pas, l'âge où on peut devenir parent, c'est pas comme ça, c'est pas comme... bon, on se fait un cadeau. On se fait un cadeau, c'est vrai, on donne la vie, c'est merveilleux. Mais après, le après... Oui, c'est pas suffisant. Le après, là, vous parlez de l'enfant devant le miroir. Oui, mais qu'est-ce que l'école a à voir là-dedans, en fait? Eh bien, quelqu'un qui peut expliquer... Comment dire on veut apprendre un métier, il y a des écoles qui vous apprennent à être menuisier, charpentier, plombier, enfin bref, esthéticienne, peu importe quoi. Mais pourquoi... Sinon, il y a avocat, médecin aussi. Hein. Non, mais pourquoi ne pas initier déjà plus jeune le rôle de parent? Mais que ça implique. Alors, ce que vous dites implique que tous... C'est comme si on disait aux enfants, c'est comme une injonction d'être parents plus tard, en fait. Non, si les enfants, on leur donne des cours d'éducation parentale... Mais on les oblige pas. Non, on les oblige pas, mais on leur fait comprendre que de toute façon, c'est dans l'ordre des choses, ils seront parents plus tard. Qu'il y ait un début, parce que, bon, moi je vois non, mais bien, d'accord, ma mère m'a pas appris à être parent. Sa mère non plus. Voilà, oui, donc il faut bien qu'il y ait un début. Ou d'une certaine façon. Oui, voilà. Mais... Même, allez, imaginons une dystopie où à l'école il y aurait des cours d'éducation parentale pour les enfants.
Donc, d'accord. Ou des écoles à part, même... Ah bah non, déjà non, ça suffit, les cours, déjà 1 heure de cours par semaine, déjà le bourrage de crâne. Bon, imaginons ça, Oui. mais en fait, l'enfant qui a par exemple sa mère qui ne l'écoute pas, qui ne le regarde pas, qui n'a pas la moindre attention envers son enfant, cet enfant qui va dans ce cours, à quoi ça lui servira, puisque lui-même, ce qu'on lui montre de la parentalité à la maison, c'est l'enfant il peut très bien grandir sans qu'on s'occupe de lui, en le laissant livré à lui-même. Ce sera un jeune adulte à ce stade. Celui qui va assister à des cours, ce sera un jeune adulte. Non. S'il a 14 ans ou 16 ans, c'est pas un jeune adulte, c'est un enfant. Vers la terminale. Hein. Mais même ce sont des enfants. À savoir qu'on devient adulte de plus en plus tard. Oui, ça c'est vrai. Non, mais je ne sais pas, parce qu'on ne fait pas attention. On ne sait pas que si on n'a pas fait ça, ça peut déclencher telle chose plus tard. Enfin, c'est grave, je dis. Oui, mais ça, on ne peut pas programmer les gens à être comme il faudrait. Il n'y a pas de bonne mère ou de bon père. D'accord. Il n'y a pas... mais au moins avoir... Les parents essayent de faire au mieux avec leurs matériaux, mais est-ce que c'est uniquement la faute des parents? Non. Mais ils jouent une grande partie quand même. Oui, c'est l'environnement familial. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Je dis pas qu'ils sont en tort, hein. Comme vous dites, ils font de leur mieux. On fait toujours son mieux, on croit. Et c'est bien déjà. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oui. D'essayer de s'en occuper, de faire tant bien que mal l'éducation d'un enfant sans être trop sévère, trop étouffant, trop aimant, trop... Il faut être ni trop bon ni trop mauvais. Lire Winnicott, Donald Winnicott sur la trop bonne mère ou la trop mauvaise mère. Je me rends compte que tout dépend de l'enfance qu'on a eue. Mais une trop bonne mère, ça peut être psychotoxique. Ah oui. Une maman qui devance tous vos désirs, l'enfant, ça peut le... Oui, ça lui enlève peut-être la confiance en soi. Ben, complètement, parce que si tout est anticipé, c'est un enfant qui ne saura pas se débrouiller. Si tout est servi sur un plateau... C'est vrai. Bah écoutez, je crois qu'on va conclure, j'allais dire l'émission, notre rendez-vous psychanalyse du dimanche. Ah, je suis pas la Bollard. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Et je vous retrouve donc tous les dimanches pour un rendez-vous psychanalyse à 14h. Et puis les lundis et jeudis, on se fait des make-up, on s'amuse, on prend du bon temps. Voilà. Allez, je vous embrasse.